Chers collègues, bonjour. Je réalise cet enregistrement dans un double objectif. Le premier, c'est de permettre aux personnes ressources qui n'ont pas pris part à la visioconférence du 18 août 2020 de prendre connaissance des informations qui ont été communiquées et qui ne figurent pas nécessairement sur le PPT présenté. D'ailleurs, même les personnes qui ont pris part à cette visioconférence peuvent le visionner également pour remémoriser les informations communiquées. Le deuxième objectif, c'était à la demande des participants, de l'utiliser comme exemple de réalisation vidéo à partir d'un des outils numériques que nous avons évoqués, et entre autres, dans ce cas, il s'agit de l'outil OBS Studio. Voilà. On va commencer donc la présentation de l'opération. Le préambule vous a été présenté par Monsieur le Président de la conférence. C'est suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, suivie de la mise en confinement des étudiants depuis le 12 mars, et pour ne pas faire une cassure avec les enseignements, il a été demandé de poursuivre ces activités en virtuel, notamment par le biais de la mise en ligne des cours sur les sites web des établissements universitaires. C'est ce qui a été fait. Un bilan a été établi à ce sujet et il a été constaté que près de 85% des cours ont été mis en ligne pour être consultés par les étudiants par téléchargement. Maintenant, 85% des cours mis en ligne, c'est un résultat qui est appréciable. Toutefois, si on analyse les documents mis en ligne, on va constater que d'abord c'était fait sur des supports très très variés, PDF, PPT, et c'était plutôt préparé à la va-vite. C'est des documents qui étaient déjà disponibles, qui ont été par l'urgence un peu retouchés sous format PDF ou même des PTT, mais sans la voix. Ça, c'est très important parce que la voix est considérée comme aide pédagogique de première importance dans l'apprentissage. Alors, c'est vrai, si cette forme d'apprentissage de mise en ligne, mise en œuvre en mode asynchrone surtout, parce que déposer un cours, les étudiants vont les consulter, mais chacun à sa guise, il n'y a pas eu d'interactivité, d'accord, et on juge quand même que ça a été très bénéfique compte tenu de l'urgence. Mais pour faire de l'enseignement à distance, normalement, il faut se rapprocher du mode synchrone. Le mode synchrone met en œuvre l'interactivité qui a été manquante et permet même de mettre en œuvre l'évaluation, notamment l'évaluation formative qui permet de réguler l'apprentissage. Voilà. Alors, si on analyse les actions qui ont été faites en ce sens, on va trouver moins de 20% au niveau national. Beaucoup moins encore, vers à peu près 8% pour l'évaluation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Les autorités du MERS, à leur tête, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur des enseignements et de la formation supérieure, ont préconisé l'idée de faire l'enregistrement vidéo des cours du L1. Première année, la formation LNT. Ça, c'est considéré comme une première approche au mode d'apprentissage, au mode synchrone. Voilà. Par ailleurs, l'expérience vécue a révélé la nécessité de poursuivre le AD sous sa forme hybride. C'est-à-dire qu'il y ait pandémie de coronavirus ou pas, il va y avoir de l'enseignement à distance qui va être développé. Soit
carrément à titre comme forme directe, soit sous sa forme hybride par alternance. Quelques enseignements vont être faits en présentiel, d'autres à distance, et ceci dans le but d'alléger les charges liées aux effectifs d'étudiants, d'accord, et aussi d'institutionnaliser l'enseignement à distance, notamment au titre de la formation initiale et continue. Voilà. Maintenant, on va voir quel est l'objet de la demande, en quoi consiste exactement cette opération, pour que les choses soient claires. Alors, le premier point, c'est qu'il nous est demandé de faire l'enregistrement vidéo des cours du premier semestre de la première année de licence LMD. C'est tout. Alors, pourquoi d'abord premier semestre? C'est pour pouvoir commencer, parce que c'est le premier, dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons nous occuper des enregistrements des cours du second semestre. Pourquoi première année de licence LMD? Parce que c'est la formation qui englobe la plus grande part des étudiants. À peu près 40% des étudiants sont concernés par ces enregistrements. C'est grandiose. C'est vrai, il y en a d'autres. Il y a les autres formations, les formations classiques, les formations des écoles supérieures, mais ça ne concerne les formations à recrutement national, mais ça ne concerne qu'un effectif plus ou moins réduit dans un établissement donné. Ça peut être géré, traité au niveau de l'établissement. Par contre, les enseignements LMD concernent toutes les universités, tous les centres universitaires. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit il vaut mieux harmoniser ces enseignements pour en faire un caractère national. Deuxième point, cette opération ne concerne pour le moment que les matières des unités fondamentales, des enseignements des socles communs, conformément donc aux arrêtés de programme en vigueur. Alors pourquoi uniquement les matières des unités d'enseignement fondamental? Parce que tout simplement, les unités d'enseignement fondamental comprennent normalement des matières qui ont tendance à développer des savoirs. Et donc, elles s'y prêtent convenablement à ce type de formation. Par contre, les matières des unités d'enseignement méthodologique, ça a tendance à développer des savoir-faire, donc des savoir-faire cognitifs, méthodologiques, voire même des savoir-faire psychomoteurs. À ce moment-là, le présentiel est nécessaire pour ce type d'information. Pour les matières des unités d'enseignement transversales, les unités d'enseignement transversales comprennent normalement des matières qui ont tendance à développer des savoir-être, communication, comportement, etc. Et donc là, c'est un peu mitigé. Il peut y avoir des matières qui peuvent être enseignées en présentiel, mais d'autres qui peuvent aussi être enseignées à distance. On verra ça par la suite. Les matières des unités d'enseignement de découverte, là, il y a deux types de matières. Les matières qui développent des informations connexes à la spécialité. Là, ça peut également être fait directement par le biais de la formation en ligne. Mais il y en a d'autres qui ont attrait à la découverte du monde professionnel et l'insertion professionnelle. Et à ce moment-là, tels que les projets de fin d'études, les mémoires, là c'est du travail individuel qui peut être fait par l'étudiant, mais qui nécessite quelques séances d'expérimentation en présentiel. Il y a également les stages qui rentrent dans cette catégorie. Les stages, on ne peut pas les faire à distance, donc ça doit être nécessairement fait sur le terrain, et ainsi de suite. Pour le moment, on s'occupe donc des matières, des unités d'enseignement fondamentales, des programmes des socles communs. Troisième point, l'opération ne concerne pour le moment que les cours et non pas les TD et les TP. C'est uniquement les cours.
pour la même raison, parce que normalement les TP, voire même les TD, nécessitent peut-être du présentiel. Toutefois, si des TD ou des TP de démonstration s'avèrent être très importants pour l'assimilation des cours, ils peuvent être intégrés aux enregistrements vidéo à condition de rester globalement dans le cadre des modalités convenues. Alors, pour le moment, il y a urgence, il faut préparer les ressources numériques. Les modalités de diffusion ne sont pas encore connues. Comment ça va se faire? Elles vont être précisées ultérieurement. Ça va être fait probablement, on ne sait pas, sur le site du CERIST ou encore sur le site du ministère. Ça peut aussi être autorisé à être mis en ligne sur les sites des établissements. L'important pour le moment, c'est que les ressources préparées, élaborées dans ce cadre, ne doivent pas être diffusées avant la précision de la tutelle. Voilà. Maintenant, quels sont les domaines concernés et les arrêtés de programme pour notre région, la conférence régionale des universités de l'Ouest? Alors, il y a 14 domaines de formation LMD. Les 14 domaines ont été répartis sur les 3 conférences régionales des universités, Est, Centre et Ouest. Les domaines qui ont été confiés à la région Ouest sont les suivants: sciences de la matière, SM, sciences de la nature et de la vie, SNV, langue et littérature arabe, art, le sous-domaine sciences humaines du SHS et le sous-domaine sciences sociales du SHS. Le sous-domaine sciences islamiques a été confié à la conférence régionale Est. Voilà, donc voici les domaines qui sont concernés par la conférence régionale des universités de l'Ouest. Les arrêtés de programme concernant ces domaines sont donc les suivants. Pour le domaine SM, c'est l'arrêté numéro 495 du 28 juillet 2013. Pour le SNV, c'est l'arrêté numéro 498. LLA, l'arrêté numéro 501. AR, l'arrêté numéro 502. Sous-domaine SH, l'arrêté numéro 505. Et sous-domaine sciences sociales, arrêté numéro 506 du 23 juillet 2013. Je pense que c'est le 28 juillet. Il convient donc de consulter ces arrêtés de programme des socles communs et de voir le détail, notamment la répartition semestrielle S1, S2. Et comme on est concerné uniquement par le premier semestre pour le moment, voici globalement les matières qui sont concernées par les enregistrements. Pour sciences de la matière, il y a 3 matières: analyse et algèbre 1, mécanique du point, structure de la matière. Le volume horaire du cours est de 45 heures pour chacune des 3 matières. Pour le domaine SNV, il y a 2 matières: chimie générale et organique et biologie cellulaire, avec un volume horaire de 22h30 pour chacune des 2 matières. Pour le domaine LLA, il y a 4 matières: texte littéraire ancien, critique littéraire ancienne 1, morphologie et rhétorique arabe. Volume horaire 22h30 pour chacune des matières. Art, c'est 4 matières: histoire de l'art antique, histoire du théâtre antique, histoire et théorie de la musique occidentale, histoire du cinéma muet. 22h30 pour chacune des 4 matières. Le sous-domaine SH des sciences humaines et sociales, 4 matières: introduction aux sciences de l'information et de la communication 1, introduction à la bibliographie, histoire de l'Algérie contemporaine 1, introduction à l'archéologie. Volume horaire 22h30 pour chacune des matières. Le sous-domaine sciences sociales comprend lui aussi 4 matières: introduction à l'anthropologie, introduction à la psychologie, introduction à la sociologie et introduction à la philosophie, avec un volume horaire également de 25h30 pour chacune des 4 matières. Si on fait le total du nombre de cours, volume horaire court uniquement pour les matières concernées par la région Ouest, 540 heures.
Il y a également un volume horaire réservé au TD et des volumes horaires réservés aux travaux pratiques pour les matières qui en ont. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, on ne s'occupe que des cours. Alors, évidemment, pour réaliser ces enregistrements, on a besoin de personnes de ressources, d'enseignants, notamment des enseignants qui ont une expérience dans l'enseignement de ces matières. Alors, les informations qui nous ont été communiquées par les établissements sont portées sur le panel suivant. Donc, c'est des personnes de ressources qui sont désignées, choisies, consentantes a priori et volontaires. Parce que, alors, vous voyez que pour chaque matière, nous avons un nombre d'intervenants variant de 2 pour le minimum à, je pense, 4, voire même un peu plus, bon, peut-être 4, et tiens, 5 pour la mécanique du point. Il y a 5 enseignants qui vont prendre en charge les enregistrements de cette matière. Alors, ce panel a été élaboré à partir de données préliminaires. Nous avons choisi, nous avons retenu, pour des raisons de proximité géographique, d'une part, et d'autre part de l'importance de l'établissement, nous avons retenu 5 universités. Oran 1, Oran 2, Université de Tlemcen, Université de Sidi Bel Abbès et Université de Mostaganem. Parce que ce travail va demander des rapprochements, notamment un rapprochement des personnes de ressources de la cellule de la matière, et c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il vaut mieux être à proximité, notamment de la conférence régionale. Pour chaque domaine, il nous a été demandé également de mettre en place 2 coordinateurs, les 2 coordinateurs du domaine. Donc nous avons désigné ces 2 coordinateurs par domaine. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est des données préliminaires, d'après les données des établissements. Maintenant, il appartient à ces personnes de ressources de confirmer leur participation. Ils ont également la possibilité de solliciter d'autres personnes de ressources qu'ils connaissent et de les associer au programme. Nous, on aimerait bien que ce travail soit collaboratif et que un maximum de participation est souhaité. Donc, il appartient donc au coordinateur des domaines, à la cellule de la matière, de prendre en charge cet aspect, de former cette cellule qui va prendre en charge ces enregistrements. D'accord? Alors, il y a également des informations qui nous manquent. Je demanderai aux établissements et aux personnes ressources, une fois tout établi, de nous transmettre l'état définitif des personnes ressources pour qu'on puisse faire une coordination au niveau régional. Qu'est-ce qu'on recommande par rapport à la méthodologie de travail? Alors c'est normal, la première chose, c'est de faire la formation des cellules par domaine, par sous-domaine et même par matière. D'accord? Alors, il faut donc compléter les informations, recenser les téléphones, les adresses mail pour pouvoir établir des contacts et nous les communiquer. Ensuite, il faut prendre connaissance des programmes de formation détaillés par matière. D'accord? Chaque cellule doit prendre connaissance, ça, maintenant on connaît les matières, mais il faut prendre connaissance des programmes détaillés par matière officielle. Une fois qu'on a les programmes détaillés par matière, il va falloir convenir de la répartition des tâches. Est-ce qu'on va, si on est 5 enseignants ou 3 enseignants sur la même matière, est-ce qu'on va se répartir les enregistrements par partie, par chapitre, par sous-chapitre, à chaque cellule de voir comment. Nous préconisons, si c'est possible, de le faire par partie, sinon par chapitre, voire peut-être par sous-chapitre. Encore une fois, c'est à
la cellule de se prononcer à ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par la suite? Il faut préparer rapidement les supports de présentation. Qu'est-ce qu'on appelle support de présentation? Notamment, c'est les documents PowerPoint ou PDF qui portent les écrits. Parce qu'il va falloir, avant de mettre la voix de l'enseignant, il faut d'abord qu'il y ait le support écrit. Et les supports doivent être préparés et peuvent être préparés dès maintenant. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a préparé ça, on peut s'informer des possibilités d'enregistrement vidéo et convenir du choix. Parce que là, il y a plusieurs moyens qui sont offerts. Alors, on peut utiliser des moyens personnels et ça se fait très bien. D'accord? Vous pouvez, par exemple, à partir d'un PowerPoint que vous avez élaboré, insérer sur chaque page des commentaires audio. D'accord? Paramétrer les durées de ces slides et publier, préparer ce document. Au lieu de faire un enregistrement en diaporama, on fait une sortie en vidéo. Et on a le document vidéo qui est prêt à être utilisé. Pardon. Voilà. Mais il y a aussi des moyens de l'université de rapprochement qu'on peut utiliser. Les chefs d'établissement nous ont rassuré que des établissements ont des moyens matériels et des compétences humaines qui peuvent être mis à notre disposition pour ce programme, et notamment pour les réussir. Ensuite, on peut envisager une assistance au niveau de l'ACRIO. Nous avons même suggéré de mettre un atelier de démonstration au niveau du rectorat de l'université Oran 1, d'une salle du rectorat, du bloc du rectorat de l'université 1, pour pouvoir faire une démonstration. Sinon, à défaut, et dans le cas échéant, on peut solliciter les moyens du CERIST ou de l'UFC, mais là, ça demanderait peut-être de faire des déplacements au niveau d'Alger. Ça, c'est juste à titre d'information. Mais ensuite, une fois qu'on a pris connaissance de ces possibilités et on a fait le choix, il va falloir se préparer à la réalisation vidéo. Il va falloir prendre connaissance des moyens et critères normatifs. On va en discuter par la suite. Faire peut-être des essais. Et se préparer en conséquence. Ensuite, ce qui est surtout demandé, c'est de démarrer les enregistrements dans les meilleurs délais. Parce que, comme nous le savons, la rentrée universitaire 2020-2021 approche et on voudrait bien que ces ressources numériques soient utilisées en ce sens. Au titre de cette année universitaire 2020-2021, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre point. Pour faire normalement ces enregistrements et dans l'objectif d'une harmonisation au niveau national, il va falloir mettre en place des critères normatifs. Alors, nous n'avons pas encore convenu de critères normatifs, mais on a convenu de certaines modalités. J'espère que très prochainement, la tutelle va prendre connaissance de ces modalités et va les adopter. Pour le moment, ces critères et ces modalités convenues ne sont pas encore arrêtés par le MERS, mais les 3 conférences ont convenu de les mettre en œuvre a priori. Et bon, voilà. Alors, quelles sont ces modalités convenues? D'abord, la durée des enregistrements et en conséquence le nombre de séquences qu'il faut réaliser, le nombre de séquences totales sur la matière. Alors, le critère qui a été retenu en première position, c'est qu'on s'est dit qu'on va faire des enregistrements d'une durée de 40 minutes. On a jugé que 40 minutes c'était suffisant, on ne pouvait pas faire il n'est pas conseillé de faire des enregistrements d'un délai supérieur à 40 minutes, sinon ça va devenir lourd.
Et on a pris comme critère un enregistrement de 40 minutes est équivalent à un cours d'un volume horaire de 1h30 prévu en présentiel. Donc on va prendre tout simplement cette péréquation. Un cours de 1h30 en présentiel nécessite à peu près un enregistrement de 40 minutes. Et si on part sur cette logique, on va donc définir tout simplement, puisqu'on a les volumes horaires de cours pour chaque matière, on va définir donc le nombre de séquences, alors j'appelle nombre de séquences, nombre d'enregistrements, nombre de séquences qu'il va falloir mettre pour chaque matière. Donc, ça va être 30 enregistrements, 30 séquences pour les matières dont le volume horaire est de 45 heures, c'est les matières du domaine SM, et 15 enregistrements, 15 séquences pour toutes les matières des autres domaines restants, puisqu'elles sont toutes à un volume horaire de cours de 22h30. Voilà. Si on fait le total et si on retient cette base, pour la région ouest, il va falloir qu'on réalise 360 enregistrements. Vous voyez, le nombre il est important, 360 enregistrements. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il vaut mieux recourir à des moyens personnels. Et c'est disponible, voire même moyens des établissements. On ne peut pas compter sur les moyens de l'UFC pour faire 360 enregistrements au niveau de la région ouest. Je parle au niveau de la région ouest. Voilà, donc ça, c'est le premier critère qui est retenu. Bien sûr, connaissant maintenant le nombre de séquences totales à réaliser, il va falloir procéder à la scénarisation du programme. Donc ce programme, on va le découper de façon à faire ces 30 ou 15 enregistrements, d'accord, et commencer cette répartition des tâches, faire ces enregistrements après avoir préparé les documents de présentation. Monsieur le secrétaire général du ministère a émis un vœu, c'est que il voudrait bien que l'équivalent de 8 semaines d'enseignement, c'est-à-dire pour ceux qui ont 15 enregistrements, ils doivent réaliser 8 enregistrements vers la fin du mois d'octobre et continuer le reste par la suite. Voilà. Ça, c'est le vœu. Maintenant, j'ai une remarque à propos du nombre d'enregistrements. Alors, ça, c'est théorique. C'est normal, c'est théorique, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Pourquoi? Alors, nous, d'abord, on s'est dit des enregistrements de 40 minutes. Ce n'est pas obligatoire que ça soit vraiment 40 minutes. Ça peut être, nous, on recommande que ça soit des enregistrements entre 30 et 40 minutes. Ça peut à la limite dépasser 40 minutes, ça peut être 42 minutes. Mais ça peut être aussi 30 minutes, 32 minutes. D'accord? Donc, si on fait ça, on peut modifier un peu la durée des enregistrements. On peut modifier aussi le nombre de séquences totales. L'important, c'est qu'il soit défini. Deuxième remarque, il est conseillé, nous conseillons, d'essayer d'harmoniser le nombre de séquences totales à réaliser avec le découpage qui est fait sur le programme détaillé par matière, notamment le chapitrage. Si on a une matière donnée qui est faite avec 13 chapitres, qui comporte 13 chapitres, et que cette matière, pour nous, on se dit il faut 15, non, on ne prend pas 15. Il vaut mieux faire 13 enregistrements, comme ça, chaque chapitre aura un enregistrement. On peut aussi, si la matière a 6 chapitres, on peut mettre 2 enregistrements par chapitre, de telle sorte à faire une répartition, à ne pas couper un chapitre comme ça sur la fin. Donc il vaut mieux faire cette harmonisation pour que les personnes ressources sachent où commence notamment le chapitre. Donc il faut faire cette harmonisation, c'est très important. Mais il faut la faire et c'est à la cellule de la faire. Pour cela, nous leur demandons d'établir une fiche technique par matière que nous allons communiquer aux personnes ressources
Alors, cette fiche technique par matière va porter, une fois que nous avons établi tout ça, on a consulté le programme détaillé par matière, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir cette fiche technique. Alors, il y a le domaine. Ensuite, il y a, en appuyant sur la boîte, on va choisir quelle est la matière du domaine que nous sommes en train de travailler. Il y a le volume horaire théorique et le nombre de séquences théoriques qui vont s'afficher. Mais on s'est dit encore une fois, on peut ne pas le retenir. Une fois qu'on a fait le choix, par exemple, pour cette matière, j'ai 30, mais nous, on a convenu de faire 25, eh bien, on va faire donc 25 séquences. Alors, il va falloir nous renseigner quelles sont les séquences. Alors, si c'est un chapitre, il faut mettre carrément l'intitulé du chapitre. Si ce n'est pas des chapitres, il faut essayer d'identifier avec un petit intitulé l'objet du chapitre. Ensuite, on va mettre ici, alors ça n'apparaît pas, le présentateur, quelle est la personne ressource qui va faire cette présentation. Ensuite, on la laisse vide pour le moment, on nous la transmet. Et une fois l'enregistrement réalisé, on valide sur réalisé, on met oui, et on met la durée réelle. Par exemple, on a mis le premier introduction fait par monsieur L'Khmissi, réalisé oui, et on va mettre durée, par exemple, 35 minutes. Et ça va être une fiche technique de la matière qui va accompagner ces enregistrements par la suite pour pouvoir repérer l'objet des enregistrements. Voilà. Par la suite, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a rempli cette fiche technique qu'on va être contraint de la suivre absolument. On peut par la suite la modifier. Par exemple, une fois qu'on a tout terminé, on estime qu'il faut rajouter une séquence où il va falloir faire une consolidation globale, une synthèse, une récapitulation des objectifs professionnels atteints, etc. Donc, voilà. Maintenant, la standardisation de la page d'accueil de support. Alors, pour tous ces documents, tous ces enregistrements vidéo qu'on va faire, à l'intérieur, il va y avoir des écritures différentes. Certaines vont porter des images, d'autres non. Certains vont porter des vidéos, d'autres non. Bon. Mais on s'est dit qu'il serait très intéressant et indispensable de standardiser la page d'accueil. Alors nous proposons que la page d'accueil soit sous cette forme. Donc il y a le logo du MERS, ensuite de la sous-direction des enseignements et de la formation supérieure, et on a intitulé ces documents ressources numériques des enseignements du LMD. Par la suite, on va mettre les données caractéristiques de l'enregistrement. Alors, il y a le niveau, ça va être pour le moment toujours le L1. Le semestre, ça va être pour le moment toujours le S1. Ensuite, le domaine, il va falloir mettre l'un des domaines de l'équipe. Le sous-domaine, éventuellement, dans la majorité des cas, il n'y a pas de sous-domaine. Mais si le sous-domaine existe, on l'inscrit, par exemple, pour les sciences humaines et sociales. Est-ce qu'on est dans le domaine SH, SS ou SI? Ensuite, on met l'intitulé de la matière tel qu'il figure sur l'arrêté de programme des enseignements du socle commun. On met quand même le nom du présentateur, professeur, nom, prénom. Et on met le numéro de la séquence par rapport au total. Vous voyez que c'est très important de se fixer ce total dès maintenant. Vous voyez? D'accord? Sinon, par la suite, il va falloir rectifier tout ça. Bon, c'est pas très... peut-être qu'on peut laisser, mais il vaut mieux que le nombre d'enregistrements total de la matière soit connu. C'est pour permettre à l'étudiant de suivre sa progression. Quand je suis sur C01 sur 15, je suis au début. Quand j'arrive à C13 sur 15, je sais que je suis presque vers la fin de la matière. C'est donc, ça permet un repérage. Pour le moment, nous avons mis le C en référence à cours. C'est le premier cours prévu sur les 15. Alors,
court. Par la suite, si on nous demande de faire la même chose pour les TP ou les TD, on va mettre TP01, TD01. Pour le moment, on s'est mis à ça. Ensuite, il y a quelque chose de très important. On va mettre le code de la ressource. Le code de la ressource, alors, il porte une suite d'entités séparées par les traits du 8 qui donnent en principe les informations liées à cet enregistrement. D'accord? La même chose pour la partie arabe, oui, pour les documents qui vont être rédigés en langue arabe. Là, c'est à peu près le même cas de figure. الموارد الرقمية للتعليم طور LMD المستوى السداسي الميدان علم المادة التفرع إذا كان كاين المادة بنية المادة الأستاذ المقدم اسمه اللقب نتاعه الفقرة الأولى من 15 2 من 15 رمز المورد رمز المورد يقعد نفس من اليسار إلى اليمين على حساب راكم تلاحظوا باللي هاد الرمز تاع لا ريسورس فيه le L1. Par la suite, quand on va faire le L3, ça va L2, L3, ça va être L2, L3, master M1, M2. Le semestre de l'année, S1 ou S2. Le domaine, dans ce cas précis, c'est SM. Matière 3, هذه بنية المادة, ça représente mat 3 ou la mat 1, mat 2, matière 1, matière 2, matière 3, ça représente le numéro d'ordre de la matière dans l'unité fondamentale du programme du socle commun tel qu'il figure sur l'arrêté. Donc si c'est la troisième matière, on va mettre matière 3, mat 3. Ensuite, le numéro de la séquence sur le total. Voilà. Donc je récapitule. La codification des ressources va se faire L1S1, d'accord, c'est le niveau et le semestre. Le domaine, SHS. Ensuite, le sous-domaine, la position de la matière dans l'unité fondamentale du programme du socle commun. Alors, remarque, quand il s'agit d'une seule unité fondamentale, on prend son numéro d'ordre. Maintenant, si l'unité fondamentale est découpée en deux sous-unités fondamentales, à ce moment-là, on compte l'ordre de la première à la deuxième. Donc, si par exemple la première unité fondamentale porte 3 matières et que nous, on est en train de travailler sur la première matière de la deuxième unité d'enseignement fondamental, elle va porter le numéro 4. Donc, il y a une suite. D'accord? Pour nous, on considère qu'on a une seule unité, on a une seule liste des matières de l'unité d'enseignement fondamental. Ensuite, le numéro d'ordre de la séquence sur le total. Voilà. Alors, attention, ce code ressource doit figurer sur toutes les vidéos afin de permettre un repérage facile au téléchargement par l'étudiant. Alors, ça ne veut pas dire que l'étudiant va prendre connaissance de l'information à partir de ce code. Non. Donc, lorsqu'on va mettre ces codes ressources, c'est plutôt pour l'archivage informatique de ces ressources numériques. L'étudiant, lorsqu'on va lui présenter les séquences pour un téléchargement, pour une consultation, il va y avoir d'abord le domaine, ensuite le sous-domaine, la matière, le numéro de la séquence, et ce code va apparaître par la suite pour pouvoir cliquer dessus pour télécharger la ressource. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on va regarder mat 2, on ne sait pas il s'agit de quelle matière. La matière va être écrite à côté. D'accord? C'est comme la fiche de vœux. C'est un petit peu, ça va ressembler un petit peu à la fiche de vœux qui permet au nouveau bachelier de choisir sa filière d'orientation à partir d'un code D06, mais il y a à côté l'intitulé du domaine qui s'affiche, etc.
Maintenant, comme modèle de support recommandé. Alors nous, on vous recommande d'utiliser comme modèle, comme support pour faire les écrits, des documents PowerPoint. Ça s'apprête très bien à ce genre de choses. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser, il y a beaucoup qui préfèrent PDF. Il y a également d'autres supports. Vous pouvez les utiliser. Chaque personne ressource, chaque enseignant utilise les moyens qu'il a l'habitude d'utiliser, pour lesquels il a beaucoup de facilité. Mais nous vous proposons quand même deux modèles de format PPT. Alors on vous propose un modèle en version langue française qui est déjà formaté et un modèle pour les enseignements en langue arabe. C'est des modèles qui sont formatés. Ça veut dire lorsque vous ouvrez ce PPT, le modèle PPT en langue arabe, lorsque vous insérez une page suivante, sur le document en langue française, l'écriture va être de gauche à droite. Les puces, si vous mettez des puces, les puces sont à gauche. Par contre, sur la version arabe, lorsque vous insérez une nouvelle feuille, les puces vont être à droite. L'écriture va être orientée de droite à gauche, bien sûr. Il faut quand même valider la langue sur la langue arabe, sur le clavier, langue arabe du clavier. Voilà. Vous pouvez les utiliser, ils sont déjà préformatés. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une obligation, vous pouvez utiliser d'autres. Vous pouvez donc utiliser des modèles similaires. L'essentiel, c'est de faire, nous on recommande à ce que ce soit des fonds blancs ou à défaut très clairs, afin d'avoir un éclairage, afin d'avoir les informations écrites qui se détachent nettement, et de faire une écriture en couleur foncée. Par exemple, d'écrire en noir sur un fond blanc ou en noir sur un fond jaune très clair. Ce qu'on recommande ici aussi, c'est d'utiliser une taille de police lisible. Ce n'est pas la peine de surcharger des PPT, d'écrire avec des polices très fines, qui sont difficilement lisibles. Et à ce moment-là, c'est à vous de voir. Donc vous êtes expérimenté. Nous vous recommandons donc de ne pas faire d'identification des personnes ressources sur les slides. C'est déjà fait sur la page d'accueil. On ne fait pas également d'identification de l'établissement de rattachement sur les pages des informations intermédiaires. Vous voyez que l'établissement figure sur la page d'accueil. Mais on ne veut pas que les pages d'intérieur qui contiennent les informations ne doivent pas contenir des logos d'établissement, des logos personnalisés. On recommande que ça soit sobre pour que ça soit à peu près homogène. En tout cas, il y a d'autres modalités par rapport aux identifications qu'on va convenir par la suite. Voilà. Maintenant, comme format de présentation, les formats de sortie. Alors, première chose très importante, il faut que ça soit un enregistrement vidéo et non pas un diaporama. D'accord? PPT. Donc, même si vous utilisez un PPT avec des insertions vocaux, en insérant des voix, il va falloir par la suite faire une préparation, une publication en mode vidéo. PowerPoint permet de faire ça. Vous pouvez faire ensuite fichier. Au lieu de faire enregistrer sous, vous mettez publier et vous avez la possibilité de faire un enregistrement vidéo. Et il faut que ce soit un document vidéo avec écrit et voix. Il doit y avoir de l'écrit et de la voix. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, vous pouvez rajouter des images, des schémas à chaque matière, chaque cas. D'accord? On va se rapprocher du mode, on a un enseignement par un tuteur. D'accord? Ce n'est pas un document du type livre, où on a l'information écrite, mais il y a la voix qui manque. D'accord? C'est des enregistrements vidéo. Qu'est-ce qu'on recommande comme format de sortie pour qu'il y ait une compatibilité? Alors on s'est mis d'accord que ça serait bien d'avoir tous les documents en format MP4. Ça convient très bien. C'est
la majorité des plateformes le supportent. On peut les visualiser sur la plateforme Windows. C'est compatible avec les outils Office, etc. Une résolution moyenne 1280 par 720 convient parfaitement. C'est pas la peine d'aller au-delà parce que sinon ça va alourdir l'enregistrement. Donc déjà, c'est déjà les enregistrements vidéo avec la voix déjà, ils sont de taille importante. Comme fréquence d'échantillonnage audio, 44 kHz stéréo. Sinon, il y a d'autres paramètres que vous convenez pour avoir une qualité quand même appréciable. Il y a aussi la possibilité, si vous ne pouvez pas faire des sorties MP4, vous pouvez faire d'autres sorties. Si vous avez l'habitude de travailler avec VOB et autres. Mais il y a la possibilité d'utiliser des convertisseurs, format Factory ou autres qui existent sur le net. Donc on enregistre sous un format habituel et par la suite on convertit pour avoir un format MP4. Voilà globalement. Maintenant, pour terminer, je voudrais bien vous présenter quelques outils qui permettent de faire cette création vidéo. Alors, nous, on va vous présenter, on va vous recommander d'utiliser ces outils, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres outils, et par ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont déjà expérimentés en ce domaine et qui ont l'habitude d'utiliser des outils propres, Nero, Media Studio, etc. Nous, on veut vous montrer ces deux outils, notamment, parce qu'on nous les a recommandés et on les a testés et on a jugé qu'ils sont très simples et très satisfaisants. Le premier document que je veux vous présenter, le premier outil, c'est un outil informatique FreeCam, dans sa version 8, FreeCam 8, qui est très bien utilisé et qui peut être très bien utilisé pour faire ces enregistrements vidéo si vous avez déjà préparé vos documents de présentation, donc vos PowerPoint, vos documents PDF. Ça pourrait même être un document Word, voire même une succession d'images. Alors, c'est un logiciel libre qui est téléchargeable à partir des liens suivants. Le premier, c'est un site de téléchargement sur le net. Le deuxième, vous pouvez le télécharger parce que nous l'avons hébergé sur le drive de la conférence régionale. Alors, en quoi consiste cet outil? Lorsque vous l'appelez FreeCam, il va y avoir une fenêtre qui va venir sur l'écran. Voici, c'est la fenêtre qui est en rectangle, sous format rectangle, en interrompu, noir et blanc. Vous avez la possibilité de cadrer ce que vous voulez. Vous avez ici des poignées, 4 poignées, où vous pouvez cadrer ce que vous voulez enregistrer. Par exemple, là, moi je cadre ma feuille PowerPoint que je vous présente. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bouton ici, le bouton loup. Quand vous appuyez dessus, il commence l'enregistrement. Donc, vous faites défiler votre document habituellement. Vous utilisez votre pointeur, comme ici, je suis utilisé le pointeur laser. Vous parlez, à condition que vous ayez activé avant le micro, vous le voyez ici. Là, il est activé. Si je le désactive, je vais voir un micro avec une barre, un micro barré. Là, il est activé. Et l'enregistrement se fait. Vous pouvez continuer cet enregistrement en parlant en même temps. Si vous voulez annuler, vous appuyez sur Cancel, échappement. Mais si vous jugez que c'est bon, vous laissez continuer jusqu'au moment où vous auriez terminé. Alors, quand vous allez démarrer, là je suis en mode, je n'ai pas démarré l'enregistrement. Quand vous démarrez l'enregistrement, ce bouton Cancel, quitter, va redevenir down. Et une fois que vous appuyez dessus, il va vous faire l'enregistrement vidéo. Point final.
il va vous faire... Alors là, la caractéristique, c'est qu'il va vous faire une sortie sous le format MSI, parce que c'est un outil Microsoft. Il est compatible avec la plateforme Windows, c'est la majorité des produits Office, mais on peut aussi par la suite le convertir, je suppose, on peut l'utiliser tel quel, parce qu'il est compatible, mais on sait le convertir en format impeccable. Voilà. Alors essayez-le, il est très facile. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de cadrer aussi bien le plein écran, lorsque vous présentez un document PowerPoint, ou une petite partie de votre écran que vous voulez visualiser. Par exemple, vous pouvez mettre ici des informations que vous devriez lire, qui ne doivent pas apparaître, et là, ce que vous voulez enregistrer. Voilà. Ça, c'est le premier outil. Essayez-le. Ça demande un petit entraînement maximum d'une journée. Le deuxième jour, vous pouvez vous entraîner à faire cet enregistrement. Voilà. Cet outil nous a été recommandé par un collègue de l'INTIC, parce qu'ils l'ont testé. Ils ont estimé que lorsqu'ils ont déposé en ligne leur cours, il manquait la voix, et quand ils ont réagi au fait pourquoi ne pas rajouter la voix, ils ont tout de suite recouru à l'utilisation de cet outil. Je l'ai testé, nous l'avons testé au niveau de la conférence, et c'est pour cela que nous vous le proposons. Le deuxième outil que je voudrais vous présenter, lui, il est un peu plus compliqué, c'est OBS Studio. Alors, il est formidable. C'est aussi un logiciel libre qui est téléchargeable, alors, soit à partir de son site web, https obsproject.com. Vous pouvez le télécharger donc à partir de ce premier lien. Vous pouvez aussi le télécharger à partir de notre drive de la conférence, à partir du deuxième lien. Alors c'est vrai que ce logiciel est un peu plus compliqué que le premier. Voyez, en quoi il consiste, voyez, sa fenêtre. Mais l'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de mettre en jeu plusieurs scènes. Voilà. Par exemple, moi, dans cet enregistrement que je suis en train de faire, j'ai mis en place 3 scènes. J'ai mis une scène où j'ai mis mon image, avec un arrière-plan, un bureau en arrière-plan. Le bureau en arrière-plan n'est pas mon bureau, c'est un bureau virtuel. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est mon image, c'est la première scène. Il y a mon image, et derrière vous voyez le bureau. Au fait, ce n'est pas mon bureau, c'est une image d'un bureau virtuel que j'ai téléchargé sur Internet, et je ressors sur ce bureau en jouant sur la source webcam, en ajoutant un filtre vert. J'ai filtré vert, et je suis incrusté sur le fond de l'image par transparence de couleur verte, parce que j'ai derrière moi un rideau vert. Je vais enlever le rideau. Voilà, essayer d'enlever le rideau. Voilà. Voilà, maman. Je ne sais pas. Voilà. Une deuxième scène, c'est la deuxième scène du PPT. Voilà, je vais vous la présenter. Ça, c'est la deuxième scène que j'ai mis en œuvre dans cet enregistrement. Et j'ai une troisième scène, c'est moi et l'enregistrement. Moi et le diaporama, pardon. Voilà. Là, c'est le diaporama, le PowerPoint que je suis en train de vous présenter. Et j'ai mis mon image sur un coin, également en transparence, par le biais du filtre vert, sur l'image. Mais comme là, c'est la transparence, c'est sur le PPT. Donc, j'apparais en transparence sur le document que je suis en train de vous présenter. Voilà. Voilà, j'ai utilisé trois scènes, mais vous pouvez utiliser, je reviens à la première scène, à la scène document de présentation, voici, et là, vous ne voyez que le PPT et la voix.
Alors, vous pouvez donc mettre des scènes, vous pouvez mettre autant de scènes que vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez ajouter, moi j'ai mis 3 scènes, hein. Là il y a 2, moi j'ai mis 3 scènes. Vous pouvez ajouter une 4e scène où vous avez par exemple une image que vous voulez montrer comme ça. Le schéma d'un moteur. Vous pouvez mettre une scène où vous mettez une vidéo qui apparaît, hein, que vous pouvez faire apparaître, par exemple, un moteur en fonctionnement pour pouvoir illustrer le fonctionnement du moteur, etc. Et vous avez pour chaque scène des sources à choisir. Voyez, comme par exemple dans ce cas, j'ai l'écran. L'écran, c'est ce qu'on projette. Hein. Le diaporama, là, c'est moi. Hein. L'écran, c'est la projection. Hein. Le diaporama et la webcam qui montre mon image. Voyez, donc, à moi de jouer, hein, sur l'un ou l'autre. Hein. D'accord, voilà. Alors, on vous recommande d'utiliser ça. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment utiliser cet outil pour faire des enregistrements. Voilà. Il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que cet outil, il y en a d'autres. D'accord. Il y a divers outils, Pinnacle, Neurovision. Neurovision également est un outil de réalisation vidéo qui est très développé, sauf que Vidéo Studio, Filmora, sauf que ces outils, c'est beaucoup plus pour le montage et non pas pour la réalisation. Là, on réalise des séquences vidéo. Maintenant, on peut réaliser des séquences vidéo et par la suite, on fait un montage en utilisant l'un de ces outils. Alors, sinon, si vous avez, donc on compte beaucoup sur les moyens personnels, sinon on peut solliciter les moyens des institutions. D'accord. Par exemple, il y a M. Boukli de l'université de Sidi Belabès qui nous rassure qu'il peut apporter son soutien aussi bien pour encadrer, pour faire un cadrage, hein, de ces enregistrements et apporter de l'assistance, hein, et de l'aide à la réalisation de ces enregistrements vidéo. On a pensé également, avec le président de la conférence, à établir un petit studio, hein, au niveau de la conférence et le mettre au profit des enseignants qui veulent l'utiliser. Sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cas échéant, on peut solliciter, peut-être pour des cas très très spéciaux, l'UFC ou le CERIST, mais là, je préconise, hein, je suppose que c'est au niveau d'Alger, au niveau d'Oran, à ma connaissance, il n'y a pas de studio d'enregistrement très très développé, hein, à ce sujet. Voilà. Maintenant, lors de la visio-conférence qu'on a organisée le 18 août 2020, il y a eu un débat, hein, général. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Le président de la conférence a apporté des éléments de réponse, notamment pour ce qui est des remarques par rapport à l'opération elle-même, des suggestions par rapport à la méthodologie de travail. Par exemple, lorsqu'on va mettre en place ces enregistrements, de mettre avec un forum de discussion. Il y a également d'autres. Les potentialités individuelles, hein, par rapport aux outils. On a fait un échange. Là, on a découvert qu'il y a des collègues qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, PowerPoint avec insertion de voix. C'est une solution également. Les potentialités des établissements universitaires de rattachement. Et là, M. Boukli, par exemple, nous a rassuré qu'il peut apporter sa contribution à cette opération. Tlemcen également, Monstaganem également, nous également au niveau de Oran 1 et de la CRUO, on peut apporter notre soutien à ces enregistrements. Pour ceux qui en ont un besoin, ils peuvent nous contacter et nous formuler la demande. Il y a eu des suggestions également et des recommandations par rapport à la démarche à retenir, notamment pour le cadrage de l'opération. On a convenu de cette démarche. D'accord. Là, c'est surtout par rapport à la mise à jour du panel de bord, hein,
du personnel qui est chargé, personnel enseignant, qui est chargé de la réalisation de ces enregistrements. Il va falloir mettre à jour ce panel pour qu'on sache exactement quelles sont les personnes ressources qui interviennent dans ce cas. Voilà. Voilà. Ensuite, on s'est mis d'accord sur la démarche pour la prise en charge des demandes d'assistance. Là, on s'est dit il faut tout enseignant qui a besoin d'une assistance formule la demande à son établissement. Si son établissement peut le prendre en charge, peut l'aider, tabarakallah. Sinon, l'établissement va nous saisir pour voir ça au niveau soit de la conférence régionale, soit au niveau national. Le président de la conférence centre nous a également rassuré de son aide et peut nous aider à la réalisation de ces enregistrements. Voilà, je termine en vous recommandant également de prendre connaissance des documents, de tous les documents que nous vous avons transmis à ce sujet, ou allons vous transmettre. Et nous vous demandons également de prendre connaissance du PV de la réunion par visioconférence que nous avons élaborée pour pouvoir vous informer de ce qui a été retenu. Voilà. Nous tenons à vous remercier de votre participation, de votre engagement surtout, et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la réussite de ce projet. Merci beaucoup. Au revoir.